L'histoire de la Voisin est sombre, remplie de complots et de stratagèmes pour abattre les ennemis de ses clients. Elle offrait toute une gamme de services, notamment l'empoisonnement, la sorcellerie présumée, la divination et bien d'autres encore. Elle disposait même d'un vaste réseau, mais malgré cela, ses relations avec des membres de la cour royale française allaient la mener à sa perte. Catherine d'Echailles, plus connue sous le nom de la Voisin, est née vers 1640 à Paris. En raison du manque d'archives, les informations concernant ses débuts sont pratiquement inexistantes, mais il est probable qu'elle ait grandi dans la pauvreté, avec une éducation limitée. Dans sa jeunesse, on pense que la petite Catherine gagnait quelques pièces de monnaie dans la rue en prédisant l'avenir aux personnes intéressées. Elle prétendait avoir appris l'art de la divination à l'âge de 9 ans, mais on ne sait pas par qui. En tout cas, la plupart de ses prédictions se sont avérées exactes. Ce talent, qu'elle considérait comme un don de Dieu, lui a permis de se faire un nom à Paris, mais l'a conduite plus tard sur un chemin sombre. À l'âge de 20 ans environ, Catherine épouse Antoine Monvoisin. Son mari est un homme d'affaires qui a tenté sa chance comme marchand de soie et a ouvert une bijouterie à Paris, mais il n'a pas eu beaucoup de succès. En l'espace de quelques années, Catherine devient une cartomancienne réputée, reconnue pour ses prédictions précises et utiles. Cependant, elle sait qu'elle pourrait se développer et gagner plus d'argent si elle offrait plus de services. Elle décide donc d'acquérir les connaissances médicales nécessaires pour devenir sage-femme. Bien qu'elle s'en sorte bien, Catherine, désormais connue sous le nom de la Voisin, doit subvenir aux besoins de ses enfants, de son mari et de sa mère. Ayant besoin de plus d'argent, elle a commencé à proposer des avortements à toutes les femmes qui le souhaitaient, dans le cadre de ses services de sage-femme. À l'époque, les avortements étaient illégaux, et les personnes qui les pratiquaient couraient le risque d'être condamnées et punies. C'est pour cette raison qu'elle gagnait plus d'argent en débarrassant les femmes des bébés non désirés qu'en pratiquant des accouchements. On pense que lorsque la Voisin devait s'occuper de fœtus avortés en fin de grossesse, elle les brûlait dans le four de sa maison, puis enterrait les restes dans son jardin. Au fur et à mesure que la nouvelle de ses services se répandait, des femmes plus haut placées dans l'échelle sociale commencèrent à lui demander son aide. La Voisin a alors commencé à pratiquer des prix plus élevés, ce qui lui a permis de gagner plus d'argent. Elle finit par avoir tellement de clientes qu'elle établit un réseau de fournisseurs d'avortements et que son rôle de sage-femme n'est plus qu'une façade pour sa pratique illicite. Bien que ces services constituent un péché capital selon l'enseignement de l'Église catholique, la Voisin était connue pour assister régulièrement à la messe. Pendant ce temps, elle continuait à dire la bonne aventure, ce qui restait sa priorité. Néanmoins, en 1665, ses capacités sont remises en question par un prêtre notable. Elle est interrogée devant des professeurs de l'université de la Sorbonne qui lui posent une série de questions afin de déterminer si sa divination est légitime. La Voisin se montre persuasive et affirme que sa voyance est un don de Dieu, ce qui lui vaut d'être relâchée et de continuer à offrir ses services. En l'espace de quelques années, la Voisin gagne des sommes importantes grâce à ses services. Afin de séduire ses clients de plus en plus riches, elle achète des vêtements plus raffinés, notamment une robe spéciale en velours rouge cramoisi brodée d'aigles en or. Bien que ces vêtements lui coûtent la coquette somme de 1500 livres, il crée une atmosphère mystique qui incite de plus en plus de gens à croire en ses prophéties. À la fin des années 1660, la clientèle de la Voisin se compose de nombreux aristocrates français. La Voisin est désormais une femme riche, mais elle travaille dur car elle passe pratiquement toute la journée à recevoir des clients à son domicile de Villeneuve-sur-Gravois. Malgré ses origines modestes, la Voisin se mêle volontiers à la haute société parisienne. Elle est connue pour organiser des fêtes chez elle, où elle joue du violon pour les invités, et prend même de nombreux amants fortunés, parmi lesquels un comte, un architecte, un magicien et un vicomte, entre autres. Un jour, l'un de ses amants, Adam Lesage, devint jaloux de son mari Antoine Monvoisin. Il espère se débarrasser de lui en convainquant la Voisin de l'empoisonner. Au départ, la Voisin était d'accord avec ce plan, mais elle a changé d'avis par la suite. Avec son grand succès, la Voisin se retrouve bientôt empêtrée dans une série de conflits avec Marie Bosse, une diseuse de bonne aventure qui offrait également des services d'empoisonnement et qui était apparemment une sorcière présumée, et elles deviennent rapidement des ennemis acharnés.
On ne sait pas si c'est cette rivalité ou les demandes des clients qui ont poussé la voisin à offrir ses services. Quoi qu'il en soit, ses prédictions l'ont amené à pratiquer les arts obscurs, à créer des objets magiques tels que des amulettes et des poudres d'amour, et enfin, à fournir des poisons. Au cours de ces années de cartomancie, la voisin a remarqué que la majorité de ses clients désiraient principalement 3 choses. Qu'une personne tombe amoureuse d'eux, que la mort d'un membre de leur famille leur permette d'hériter, et enfin que leur époux meure pour qu'ils puissent se marier avec quelqu'un d'autre. Auparavant, la voisin ne pouvait rien faire pour changer le destin. Mais elle a acquis de nouvelles capacités qui lui permettent de réaliser les souhaits de ses clients. Pour éviter les critiques au cas où leurs souhaits ne se réaliseraient pas, la voisin a déclaré que seuls certains souhaits conformes à la volonté de Dieu se réaliseraient. En outre, elle a commencé à encourager ses clients à prendre certaines mesures afin d'augmenter les chances de réalisation de leurs souhaits. Ces démarches pouvaient inclure la visite de l'église d'un saint, l'achat de certains objets magiques comme des amulettes et des poudres d'amour, ou peut-être la plus radicale de toutes, la participation à une messe noire. Avec l'aide de prêtres qu'elle employait, la voisin faisait payer une forte somme d'argent pour célébrer des messes noires dans les catacombes près de sa maison. Ces rituels étaient à l'opposé d'une messe catholique traditionnelle. Une femme nue s'allongeait comme si elle était l'autel. Ensuite, un calice était placé sur son ventre et un prêtre tenait un bébé au-dessus, versant son sang dans la coupe pendant que les personnes présentes priaient Satan. On ne sait pas si la voisin utilisait des enfants morts ou vivants. On sait cependant qu'elle avait beaucoup d'enfants à sa disposition, car non seulement elle pratiquait des avortements en fin de grossesse, mais elle aidait aussi les femmes des classes inférieures, qui n'avaient pas les moyens d'élever un enfant à se débarrasser de leur nouveau-né. Les services de la voisin sont devenus plus sombres avec le temps, et elle a fini par franchir le pas fatal en vendant une variété de poisons à ses clients qui souhaitaient mettre fin à la vie de quelqu'un. Comme elle était une figure connue de la pègre, elle n'a pas tardé à disposer d'un réseau de fournisseurs de poisons qui travaillaient pour elle. Pourtant, cette décision s'est avérée être une décision qui la hantera. En 1667, la voisin est engagée par un membre de la cour du roi Louis XIV, Madame de Montespan, pour que le roi tombe amoureux d'elle. Montespan a utilisé des aphrodisiaques sur le roi, l'a séduit par son charme et a finalement participé à des messes noires afin de gagner son cœur. Pour son plus grand bonheur, cela fonctionne et en juillet de la même année, elle devient la maîtresse officielle du roi Louis XIV. Pourtant, 2 ans plus tard, le roi entame une liaison sporadique avec Madame de Soubise. Bien que la Montespan n'en soit pas trop troublée, elle remarque en 1673 que le roi se désintéresse d'elle. Incapable de l'accepter, elle se rendit à la voisin et participa à nouveau à des rituels sataniques pour conserver son amour. Cependant, au fil du temps, le roi prend d'autres amantes et il devient évident que le roi Louis ne s'intéresse plus à la Montespan, ce que confirme sa relation avec Angélique de Fontanges en 1679. Furieux de cette mise à l'écart, Montespan demande à nouveau de l'aide à la voisin. Mais cette fois, elle a quelque chose de bien plus sinistre en tête. Elle demande à la voisin d'empoisonner à la fois Fontanges et le roi. Bien qu'hésitante au départ, la voisin finit par accepter et, avec ses co-conspirateurs, elle met au point un complot visant à tuer le roi Soleil. Le 5 mars 1679, la voisin se rend à la cour royale avec l'intention de provoquer la mort du roi. Elle porte sur elle une pétition empoisonnée qui, lorsqu'elle sera manipulée par le roi, sera absorbée par sa peau et le tuera. Cependant, ce jour-là, il y avait trop de gens qui essayaient de lui donner des pétitions, et comme elle n'arrivait pas à s'en approcher, son complot échoua. Une semaine plus tard, alors qu'elle se rendait chez son associée Catherine Trianon, la voisin fut arrêtée. Bien qu'à l'époque la police ne soupçonne pas son complot de tuer le roi, elle a reçu l'ordre de rassembler les alchimistes et les diseurs de Bonaventure soupçonnés de vendre des poisons. Cette enquête faisait suite à l'affaire des poisons, un grand scandale de meurtre qui a débuté en 1677. En février de cette année-là, la cartomancienne Magdeleine de Lagrange est arrêtée sous l'inculpation de faux et de meurtre. Pourtant, elle tente de se tirer d'affaire en affirmant qu'elle détient des informations sur d'autres crimes impliquant des membres de la cour royale. Le chef de la police, Gabriel Nicolas de la Reynie, est chargé de faire la lumière sur cette affaire et de débusquer les empoisonneurs. L'enquête qui s'ensuit
débouche sur des accusations de sorcellerie, de meurtre, d'enlèvement d'enfants et de rituels sataniques. Marie Bosse, l'ennemi de la voisin, est finalement arrêtée et, en 1679, elle désigne la voisin comme le cerveau du réseau secret de distribution de poison. Après son arrestation, la voisin est emprisonnée et interrogée. Son réseau d'associés est également arrêté. Contrairement à d'autres personnes interrogées par les autorités, on pense qu'elle n'a pas été soumise à la torture à cette époque. Mais comme la police connaissait ses habitudes alcooliques, elle lui a fourni un flux constant d'alcool, ce qui signifie qu'elle était ivre pendant les interrogatoires. Dans un premier temps, la voisin a nié toutes les allégations, déclarant aux autorités que tout client souhaitant acheter du poison était adressé à Marie Bosse. Cependant, en octobre, elle a admis avoir vendu du poison et des services magiques à plusieurs nobles, dont certains étaient membres de la cour royale. Par la suite, la voisin se garde bien de révéler quoi que ce soit d'autre. Lorsqu'on lui demande d'en dire plus, elle répond « Paris est plein de ce genre de choses, et il y a un nombre infini de personnes qui se livrent à ce mauvais commerce. » Bien que la voisin ait admis une certaine implication, ses actes ne méritaient pas la peine de mort. Ses accusateurs se sont donc concentrés sur les services d'avortement qu'elle aurait fournis. Les autorités ont affirmé que la voisin avait injecté des seringues dans le corps de femmes enceintes qui avaient avorté, qu'elle avait brûlé les corps et les avait enterrés dans son jardin. Elle a nié tout cela. Malgré son assurance, la voisin avait très peur d'être interrogée sur ses visites à la cour royale. Heureusement pour elle, la police n'a aucune idée du complot qu'elle a ourdi pour tuer le roi. Ils ignorent également les messes noires qu'elle organise et ses liens avec le Montespan. Malgré le manque de preuves réunies contre elle, le 17 février 1680, la voisin est jugée et reconnue coupable de sorcellerie. Elle est donc condamnée au bûcher. Avant son exécution, on pense que la voisin a été interrogée et torturée en se faisant écraser les jambes. Curieusement, peu avant son exécution, une dame décrivit que la voisin était capable de bouger si librement et semblait en si bonne santé qu'il ne semblait pas possible qu'elle ait été soumise à la torture. Quoi qu'il en soit, elle n'avoua pas, et le 22 février 1680, la voisin fut brûlée vive en public sur la place de Grève. Sur le chemin du bûcher, la voisin aurait désespérément repoussé le foin qui s'entassait autour d'elle. Ce n'est qu'après sa mort que la sombre vérité des régimes a été révélée. La fille de la voisin a révélé la liste de ses clients, l'organisation des messes noires, le lien avec Montespan et la tentative d'empoisonnement du roi. Ces propos ont été confirmés par les témoignages d'anciens associés de la voisin. On estime qu'elle a été impliquée dans la mort de 1000 à 2500 personnes par le biais de son réseau d'avorteurs, de messes noires et de poisons. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.